dans l'étreinte paisible des montagnes Blue Ridge, là où les sommets bleutés touchent le ciel et où le vent raconte les histoires des anciens, deux frères firent une découverte qui allait bouleverser leur vie. À l'abri des regards, enfouie parmi les pins géants et les rhododendrons sauvages, une petite cabane de rondins reposait, comme oubliée par le monde. Son toit s'affaissait, sa cheminée se disloquait pierre après pierre, et les planches de son porche grinçaient sous le poids du temps. Pourtant, aux yeux de James et Michael Thornton, dans la fleur de la vingtaine, cette ruine n'était pas qu'un vestige condamné. Elle était une promesse. Un espoir. Car à plusieurs kilomètres de là, leur mère, Elizabeth, luttait contre une leucémie aussi féroce qu'injuste. Sa vie entière avait été un acte de sacrifice silencieux, et son unique rêve jamais réalisé demeurait un refuge en montagne, un petit paradis d'où elle pourrait contempler, chaque matin, le soleil se lever sur les crêtes mystérieuses de Mystia. Une maison où la lumière du jour entrerait comme une bénédiction, et où les nuits étoilées berceraient son âme fatiguée. Ce soir-là, dans le salon familier de leur enfance, James effleura un vieux meuble, y soulevant un voile de poussière. Ses doigts s'arrêtèrent sur un album photo à la couverture de cuir, patiné par les années. Le soleil de l'après-midi traversait délicatement les rideaux en dentelle, illuminant les pages qu'il tourna avec une précaution presque sacrée. Du haut de ses 27 ans, ses mains aux callosités profondes portaient les traces de 10 années de chantier et de travail dur. À ses côtés, Michael, 24 ans, laissait glisser ses doigts d'artiste sur les photos aux couleurs passées, ses yeux curieux pétillant d'émotion. « Tu te souviens de ça ?» demanda James en montrant une image usée où l'on voyait deux garçons un peu trop fiers posant devant une cabane perchée dans un vieux chêne. Michael sourit, un sourire chargé de nostalgie et de douleur mêlée. Maman nous occupait comme elle pouvait, après le départ de papa. Elle voulait qu'on apprenne à construire, pas à délaisser. Les années avaient sculpté leurs différences, James, l'homme de terrain, l'esprit pragmatique qui ne voyait que ce qui pouvait être réparé. Michael, le rêveur, le créateur qui, derrière les fissures, apercevait la beauté encore possible. Pourtant, entre eux, demeurait un ciment indestructible, celui façonné par Elizabeth, qui avait tout porté seule après que leur père eut disparu, laissant un vide que seule la force et la tendresse d'une mère pouvaient combler. La voix d'Elizabeth les appela depuis la cuisine. « Les garçons, le thé est prêt. » Toujours chaleureuse, toujours douce, mais affaiblie désormais par ce souffle qui se faisait court trop souvent. Elle déposa des tasses dépareillées sur la table en bois, marquée par une vie entière de repas en famille. À 53 ans, ses cheveux autrefois flamboyants étaient striés de longs fils d'argent. Chaque geste qu'elle accomplissait était mesuré, coûteux en énergie, mais porteur d'une dignité qui serrait le cœur de ses fils. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le diagnostic était tombé comme une condamnation, leucémie aiguë myéloïde. 8 à 12 mois, avaient dit les médecins. Peut-être un peu plus, avec un traitement agressif. Un compte à rebours que personne n'était prêt à affronter. Elizabeth plongea une cuillère de miel dans son thé en disant doucement « J'ai appelé Mrs. Abnati pour lui demander de me remplacer à la bibliothèque. » Elle a été très compréhensive. James et Michael échangèrent un regard douloureux. Leur mère avait consacré 25 ans à la bibliothèque municipale, acceptant des heures supplémentaires pour payer leurs fournitures, les cours de dessin de Michael, le premier camion de James. « Tu devrais te reposer, maman », insista Michael. « Le docteur Marshall t'a bien prévenu. » Elle sourit, d'un sourire brave. « Je ne suis pas encore inutile, vous savez. Et puis, j'ai besoin de me sentir vivante. » Ses yeux se posèrent sur l'horizon montagneux visible par la fenêtre. « Ces sommets m'appellent depuis que je suis enfant. » Eux connaissaient cette histoire par cœur. Le rêve qu'elle avait renoncé à poursuivre, choisissant à la place d'offrir tout ce qu'elle avait à deux garçons qui avaient encore tout à vivre. Ce soir-là, sous un ciel marin d'étoiles, les frères s'assirent sur les marches du porche. La ville, au loin, n'était plus qu'un collier de petites lumières, perdu dans l'obscurité grandissante. Elle s'affaiblit, murmura Michael. Elle a dû reprendre son souffle juste pour porter la théière. James hocha la tête, mâchoire crispée pour retenir la peur. Le traitement commence la semaine prochaine. Ça va être dur. Et elle ne se plaint jamais, jamais. Michael ramassa un caillou et le lança dans la pénombre. Tout ce qu'elle a abandonné pour nous, cette maison dans les montagnes, malgré tout, elle regarde ses crêtes chaque jour comme si un morceau d'elle y vivait encore. Un silence épais s'installa, seulement rythmé par le chant des grillons et un train lointain. Puis James redressa légèrement les épaules, comme si quelque chose venait de s'emboîter à l'intérieur de lui. « Tu te souviens du sentier qu'on a pris le mois dernier ?»
à Cooper S. Ridge. Michael ouvrit grand les yeux. Oui. La cabane abandonnée. Et si? Dit James, avant de s'interrompre. On la retapait, compléta Michael, la voix soudain vibrante d'excitation. L'idée prit feu entre eux. James sortit son téléphone et montra les photos, fenêtres brisées, planches pourries, cheminée en ruine, mais l'emplacement magique, la source cristalline juste à côté, et surtout cette possibilité folle, redonnée vie à ce rêve qui n'avait jamais cessé d'habiter leur mère. Ça nous coûtera tout, prévint James. Du temps, de l'argent, et du courage. Michael posa une main sur l'épaule de son frère. Toi tu vois les obstacles. Moi je vois ce qu'elle pourrait devenir. Pour la première fois depuis longtemps, James laissa paraître sa vulnérabilité. Elle nous a tant donné. Maintenant, c'est à nous, conclut Michael. Et il faudra garder le secret, au moins jusqu'à ce qu'on soit sûr que c'est possible. Ils parlèrent tard dans la nuit, tissant un projet plus grand qu'eux. Et au-dessus, dans sa chambre, Elisabeth les observait en silence à travers la fenêtre, son cœur d'une mère devinant sans comprendre l'immense responsabilité qu'il s'apprêtait à endosser pour elle. Quelques semaines plus tôt, lors de leur randonnée mensuelle dans ces montagnes qui avaient bercé leur enfance sans jamais réellement leur livrer leurs secrets, Michael avait insisté pour pousser un peu plus loin. Juste un dernier sommet, la vue doit être incroyable. James avait grogné en jetant un œil à l'orage annoncé, mais il suivit, comme toujours. Car parfois, les chemins de Michael menaient à des miracles. Quand ils avaient atteint le haut de la crête, le monde s'était ouvert devant eux. Le vent s'était levé, faisant onduler les aiguilles des pins comme une marée verte. Et là, dans une petite clairière doucement enfoncée au cœur de la vallée, elle les attendait. Une cabane solitaire, à moitié vaincue mais pas résignée. Le toit fléchissait comme une vieille échine fatiguée. Les fenêtres, sans verre, ressemblaient à des yeux éteints. La cheminée de pierre, écroulée d'un côté, gardait pourtant la pose fière d'un soldat trop longtemps resté au front. Les fleurs sauvages poussaient entre les lames du porche, comme si la nature voulait couvrir la blessure de l'abandon. Les lierres escaladaient les murs, étreignant la structure d'un amour possessif. Tu vois ça, avait soufflé Michael, comme si parler trop fort risquait de briser le charme. Ils étaient descendus prudemment la pente raide, attirés irrésistiblement. James avait testé les marches du porche avant de poser tout son poids dessus. Une planche avait cédé avec un craquement sec. Fais attention. À l'intérieur, la lumière perçait par les fentes du toit, faisant danser la poussière en éclats dorés. Un vieux poêle à bois trônait dans un coin, rouillé mais solide. Des étagères intégrées recouvraient un mur entier. Une mezzanine offrait l'espace parfait pour un lit. Et malgré les ruines, c'était évident, la cabane avait été bâtie autrefois avec passion et savoir-faire. Michael avait laissé échapper un souffle émerveillé. Elle est parfaite? Dans ce mot, il n'y avait rien d'ironique. Juste la certitude fulgurante qu'il tenait là une clé. Un chemin. Une réponse. Ce que les frères Thornton ignoraient encore, c'est qu'en relevant cette cabane, ils allaient bien plus que reconstruire du bois et de la pierre. Ils allaient tenter de réparer le temps lui-même. Ils allaient lutter contre un ennemi invisible et impitoyable, la maladie, qui cherchait à leur voler la femme qui avait été leur monde. Ils n'avaient aucune garantie de réussite. Juste un amour indéfectible, un rêve qu'ils avaient hérité sans le vouloir, et cette cabane, offerte par le destin, comme une deuxième chance. Ce serait long. Ce serait difficile. Mais pour Elisabeth Thornton, cela en valait chaque seconde. Chaque clou. Chaque larme. Parce que parfois, pour offrir à quelqu'un un endroit où reposer son âme, il faut d'abord se battre pour qu'il puisse continuer à rêver. Et les deux frères étaient prêts à tout. Le paysage semblait émaner d'un rêve inachevé. La petite cabane abandonnée se dressait là, blottie au milieu des pins géants des Blue Ridge Mountains, comme si elle attendait depuis des décennies que quelqu'un croie encore en elle. James, l'aîné des deux frères, promenait son regard expert sur la structure. Son œil de professionnel ne laissait rien lui échapper, la fondation en pierre semblait solide à un bon point mais pour tout le reste, le travail serait colossal. Toiture, murs, plomberie, électricité, tout devait être refait. Et malgré cela, une lumière nouvelle brillait dans son regard, cet endroit pourrait devenir exactement ce que leur mère avait toujours rêvé d'avoir. Michael, lui, se laissait guider par son imagination. Carnet de croquis à la main, il dessinait déjà les volumes du futur intérieur. Son esprit d'artiste voyait la transformation avant même que le premier coup de marteau ne soit donné.
Pendant que la pluie commençait à gratter timidement les planches usées du toit, James fouillait ce qui restait d'une cuisine rudimentaire. Il tira sur un tiroir effondré dont il ne restait qu'un squelette mangé par les rongeurs, et y trouva un vieux document jauni, coincé sous un nid de débris. Il le déplia avec précaution. Le papier, fragile comme une aile de papillon, révélait une écriture presque effacée. Il s'agissait d'un acte de propriété daté de 1963. Michael leva immédiatement les yeux, stupéfait. Ce papier, témoin silencieux d'une histoire oubliée, confirmait que cet endroit avait autrefois appartenu à quelqu'un qui y avait cru, lui aussi. Le ciel, jusque-là menaçant, lâcha soudain des trompes d'eau. Les gouttes frappaient la toiture trouée, s'infiltrant en petites cascades à travers les fissures. Les deux frères décidèrent d'attendre la fin du déluge avant de redescendre la montagne. Assis sous le porche, ils observaient la pluie s'engouffrer dans chaque fracture comme le rappel cruel du temps qui avait passé. « Tu crois que quelqu'un possède encore cet endroit ?» demanda Michael, suivant du regard une goutte obstinée qui tombait sur son pantalon. « Les archives du comté nous le diront, » répondit James. « Peut-être que la propriété est désormais considérée comme abandonnée. » Puis, se tournant vers son frère, il posa la question qui flottait dans l'air depuis le moment où ils avaient posé les yeux sur cette cabane. « Tu es sérieux? On ferait tout ça, pour maman ?» Michael ne répondit pas tout de suite. Son regard parcourut l'intérieur sombre, comme s'il voyait déjà le soleil du matin illuminer des murs restaurés, des rideaux bleus, un foyer chaleureux. Finalement, il hocha lentement la tête. Totalement sérieux. Ce soir-là, ils dressèrent une petite tente sur la partie encore couverte du porche. Dans ce décor dramatique, la silhouette de la cabane se découpait, noire, contre un ciel assombri par la tempête. Autour d'un repas frugal, ragoût déshydraté et café instantané, ils se mirent à tracer les contours d'un projet fou. James, chef d'équipe chez Ridgeline Construction, proposa de prendre un congé, d'emprunter du matériel. Michael, designer indépendant, affirma qu'il pourrait suspendre ses commandes en cours, ses clients comprendraient. À la lueur vacillante de leur lampe torche, ils dressèrent une première liste, marteau, échelle, poutres, isolants, fenêtres. Le chantier allait absorber toutes leurs économies et chaque minute de leur temps libre. Mais aucun d'eux ne prononça la pensée douloureuse qui les hantait en silence, leur mère n'aurait peut-être plus des mois devant elle. Dès l'aube, avant de redescendre en ville, ils photographièrent chaque recoin, mesurèrent chaque mur, chaque poutre. James recueillit des échantillons de bois pour chercher des matériaux identiques. Michael ramassa des pommes de pin et des fleurs sauvages, songeant déjà à une palette de couleurs inspirées de la nature qu'adorait leur mère. Les archives du comté leur donnèrent l'espoir attendu, après des années d'impôts impayés et en l'absence d'héritiers réclamant la propriété, le terrain était revenu à l'état. Les démarches pour l'acheter seraient longues, mais légalement, rien ne les empêchait de commencer la restauration. Ce dimanche-là, en arrivant chez leur mère pour le dîner familial, les deux frères scellèrent leur secret. Ils ne lui diraient rien tant que la maison ne serait pas prête à l'accueillir. Avant de descendre du camion, Michael attrapa le bras de son frère. « On est complètement fou, tu le sais, non ?» « Peut-être, » répondit James avec une gravité tranquille. « Mais c'est maman. Et ça suffit comme raison. » Le vieux pick-up gémit sous le poids des outils lorsqu'ils reprirent la route vers la montagne quelques jours plus tard. Sur le siège passager, Michael tenait un thermos de café et une mallette de cuir abîmée, la boîte à outils que leur grand-père avait offerte à James pour ses 16 ans. Il avait dit ce jour-là. « Ton père est parti, mais son héritage demeure en vous. » Cette boîte avait construit leur cabane dans l'arbre, réparé chaque fuite dans la maison familiale, et désormais elle servirait à redonner vie à une nouvelle demeure. Ils arrivèrent avant le lever du soleil. La brume matinée enrobait la vallée comme un voile protecteur. Sans perdre un instant, James inspecta méthodiquement le bâtiment, frappait chaque solive, vérifiait chaque joint, chaque poutre. Il dressa un ordre de priorité. Le toit en premier. Ensuite la structure, puis fenêtres, plomberie, électricité. Michael approuvait déjà en esquissant de nouvelles idées. Et moi, je m'occuperai de la lumière, de la chaleur, des finitions. Maman a toujours aimé les matières naturelles, et les touches de bleu, comme les fleurs qu'elle faisait sécher dans ses livres. Après avoir dégagé les arbustes et la végétation envahissante, ils découvrirent la véritable empreinte du bâtiment, environ 85 mètres carrés. Une pièce principale avec une cuisine ouverte, une petite chambre et une mezzanine pour dormir. Il faudrait agrandir l'arrière pour installer une vraie salle de bain. Pas question de laisser maman utiliser une cabane au fond du jardin, dit James avec détermination.
Soudain, le bois craqua sous ses pieds. Le marchepied du Porsche céda, enfonçant sa jambe dans une masse pourrie. Une douleur vive le fit jurer. Michael accourut, déjà prêt à soigner la plaie qui saignait trop pour être anodine. Il te faudra des points de suture. Pas le temps pour ça, grogna James. Enroule bien. On continue. Ce ne fut que la première mauvaise surprise. Une paroi rongée par les termites, une pierre fissurée sous la cheminée, un sol contaminé par une ancienne citerne à carburant. La réalité du chantier s'imposait, impitoyable. Assis sur le haillon du camion, partageant un simple sandwich, ils contemplèrent leur lente progression. Ça va coûter bien plus que prévu, admit James. Je peux accepter un gros projet à Asheville, proposa Michael. Et toi, quelques heures supplémentaires? Oui, mais il nous faudra aussi des bras en plus. Comme s'il avait été invoqué par ces mots, un vieux 4x4 surgit au bout du chemin caouteux. Un homme mince, aux cheveux gris, descendit du véhicule avec un pas tranquille. Je me demandais qui faisait tout ce boucan, lança-t-il d'un ton amusé. Réosquin. Je vis à 2 miles d'ici. Les frères expliquèrent qu'ils rénovaient la cabane, sans mentionner leur mère. Ray observa longuement l'édifice en hochant la tête. Ah, le vieux docteur Miller. Cette cabane est à lui. Il soignait tout le monde ici, qu'il puisse payer ou pas. C'était un homme bien. James sentit que la vérité s'imposait. Il confia leur projet. Le visage buriné de Ray s'éclaira aussitôt. Il était temps que quelqu'un s'en occupe. Vous voulez refaire le toit? Vous savez, j'ai été charpentier pendant 40 ans. Et je dois avoir du bois vieilli dans mon hangar, du vrai pain à croissance lente. Vous n'en trouverez plus de cette qualité. À la tombée du jour, Ray les avait déjà présentés à 2 voisins, Emmett Walker, ancien électricien, et son épouse Luan, dont la famille tenait la quincaillerie locale depuis des générations. Nous sommes une petite communauté, expliqua Luan en évaluant les murs branlants. Ici, on veille les uns sur les autres. Les 2 frères se regardèrent, émouvant mélange de gratitude et de soulagement. Ils avaient cru être seuls à se battre contre le temps, la maladie et le destin, mais les montagnes leur offraient ce qu'elles avaient de plus précieux, une communauté prête à se rassembler autour d'un rêve. Le projet n'était plus seulement une course contre la maladie. Il devenait un mouvement humain, une renaissance collective. Et sans encore le savoir, cette petite cabane abandonnée allait devenir bien plus qu'un simple refuge pour leur mère, elle deviendrait le cœur d'un miracle façonné par l'amour, le courage, et des mains solidaires. Cette nuit-là, une fois encore, les 2 frères dormaient sur le vieux Porsche, protégés seulement par une bâche tendue à la hâte. Le froid mordait leur peau malgré les couvertures, mais ils restaient là, comme les premiers gardiens d'un rêve fragile. Sous la lumière tremblante d'une lampe de camping, ils révisaient leurs plans. Grâce à l'aide inattendue de quelques nouveaux alliés, le projet qui paraissait autrefois insensé semblait désormais légèrement moins impossible. Michael, les yeux rivés à l'écran de son téléphone, rompit le silence. On devrait inviter maman pour dîner dimanche prochain chez moi. James tourna le regard vers lui, fronçant légèrement les sourcils. Si on disparaît tous les week-ends sans explication, elle va forcément se poser des questions. James hocha la tête, et une grimace de douleur déforma brièvement ses traits lorsqu'il tenta de déplacer sa jambe encore prise dans des bandages. Tout leur rappelait la nécessité de préserver l'équilibre, consacrer du temps à leur mère, tout en poursuivant discrètement ce pari insensé né de leur amour. N'était-ce pas, après tout, le but de toute cette aventure? Ils se turent à nouveau, laissant les bruits nocturnes prendre le relais, le ululement lointain d'une chouette, le clapotis régulier du ruisseau tout proche, le souffle du vent à travers les aiguilles de pin. Ce concerto naturel leur donnait l'illusion d'une paix parfaite. « Tu crois qu'on peut vraiment y arriver ?» demanda finalement Michael, la voix basse. James resta un long moment immobile, contemplant le plafond d'ombre qui les surplombait. « On doit essayer », répondit-il. « On n'a pas le choix. » Le 3e week-end de restauration arriva sous le signe du progrès. James, épaulé par un Réosquin étonnamment agile pour son âge, était parvenu à stabiliser toute la charpente du toit, autrefois prête à s'effondrer. Pendant ce temps, Michael et Emmett s'attaquaient au plancher pourri de ce qui deviendrait la chambre d'Elizabeth. « Passe-moi le pied de biche », lança Michael, à genoux face à une planche particulièrement récalcitrante. Emmett lui tendit l'outil, et Michael l'inséra sous le bois gondolé. D'un effort mesuré, il fit levier. La lame de planche céda soudain dans un craquement sec qui résonna à travers toute la cabane. Doucement,
avertit Ahmed d'un ton sérieux. Les vieilles maisons, tu sais, elles ont souvent des secrets. Michael approcha alors sa lampe frontale du trou béant créé sous ses mains. Un éclat sombre, presque caché, attira son attention. Il glissa sa main, effleurant quelque chose d'enveloppé dans un tissu gras, maintenu par de la ficelle. Son cœur s'accéléra. Il y a quelque chose là-dessous. Il remonta l'objet, le posa délicatement sur le sol et défit les liens. Sous ses doigts apparut un petit journal relié de cuir, patiné par le temps. Les pages en étaient jaunies mais étonnamment bien conservées. James, intrigué, s'approcha. « Qu'est-ce que t'as trouvé ?» Michael ouvrit la couverture avec une prudence presque religieuse. Une inscription soigneuse y figurait. Observation et réflexion du docteur Thomas J. Miller, 1962-1993. À l'heure du déjeuner, les 4 hommes étaient installés sur le porche désormais renforcé, partageant sandwich et thermos de café passés de main en main, tandis que le journal circulait d'un lecteur à l'autre. Ray tourna une page avec précaution. Doc Miller venait ici après la mort de sa femme. Un ancien médecin militaire, vétéran de Corée. Il disait qu'il avait vu plus de morts qu'un homme ne devrait jamais en voir. Le journal dévoilait bien plus que de simples observations médicales. On y trouvait des réflexions philosophiques profondes sur la nature, la guérison et la solitude. Le docteur avait recensé les plantes locales, décrivant minutieusement leurs propriétés thérapeutiques. De nombreux passages évoquaient les patients qu'il recevait dans cette même cabane, bûcherons blessés, enfants fiévreux, âmes meurtries en quête de répit. Michael lut à voix haute. Ces montagnes ancestrales possèdent une force réparatrice que la médecine seule ne peut offrir. À mes patients les plus tourmentés, je ne prescris ni pilule ni élixir, mais des chemins. Les sentiers de la forêt, où l'âme trouve parfois ce que le corps a perdu. James effleura du bout des doigts le bois fraîchement poncé autour d'eux. Il avait construit cet endroit comme un sanctuaire de guérison, autant pour lui que pour les autres, ajouta Ahmed. Sa femme est morte d'un cancer, murmura Ray. Une leucémie agressive. Ironie tragique, il était l'un des meilleurs oncologues du pays avant de tout quitter pour venir ici. Les 2 frères échangèrent un regard lourd de sens. Plus tard, lorsque le soleil coucha ses dernières lueurs ambrées sur la vallée, Michael et James restèrent seuls, assis sur les marches du porche. Le journal était posé devant eux, ouvert à une page ornée de dessins de plantes. C'est étrange, dit doucement Michael. Tout ça, cette découverte, ce docteur, j'ai l'impression que tout est lié à maman, d'une façon ou d'une autre. James, si souvent ancré dans le concret, semblait soudain pensif. Peut-être que c'est nous qui voulons y voir un signe. Parce qu'on a peur, et parce qu'on espère encore. Michael tourna vers lui les pages remplies d'illustrations, sureaux, échinacées, aquilées millefeuilles. Chaque trait témoignait d'une patience infinie. Maman adorait son jardin d'herbe derrière la maison. Tu te souviens de ces tisanes? Ces potions dégoûtantes qu'elle nous forçait à boire quand on était malade? James eut un sourire nostalgique. Oui, et elle marchait toujours. Le silence s'installa doucement, bercé par le scintillement des lucioles qui s'élevaient au-dessus des hautes herbes, comme une constellation terrestre. On devrait intégrer tout ça dans la restauration, proposa Michael. Pas seulement remettre la cabane en état, mais honorer ce qu'elle a été. Imaginez un jardin médicinal, une extension du porche pour qu'elle puisse y rester même sous la pluie. Un endroit vraiment apaisant. James acquiesça, les yeux perdus dans les ombres de la forêt. Un refuge. Un lieu de guérison. À l'aube, une énergie nouvelle les habitait. Tandis que James consolidait la structure en remplaçant les poutres vermoulues, redressant le vieux conduit de cheminée, Michael traçait des plans de jardin et d'aménagement intérieur, inspirés par les notes du docteur. Le dimanche soir venu, la transformation était éclatante. Le toit ne laissait plus passer la moindre goutte, les fenêtres avaient retrouvé leur place dans des cadres neufs, et la cheminée se dressait fièrement, droite et solide, face au ciel du crépuscule. « Il faut rentrer », dit James en rangeant les outils dans le camion. « Maman nous attend pour dîner. » Michael glissa soigneusement le journal dans une petite cache qu'il avait créée à l'intérieur d'un placard rénové. « On reviendra bientôt. » Sur la route, ils discutèrent de l'organisation à venir. La restauration devait s'entrelacer avec les traitements et les besoins changeants d'Elizabeth. Sa prochaine séance est mardi, dit James. J'ai dit que je prendrais ma journée pour l'emmener. J'assurerai le rendez-vous de jeudi, répondit Michael. Et on retournera ici mercredi, puis le week-end suivant.
Ils n'osèrent pas exprimer la vérité crue qui pesait au fond de leur cœur, le temps manquait, et l'étendue du travail restait immense. Le Mountain Regional Cancer Center arborait une fausse gaieté qui ne trompait personne. Les murs pastels étaient décorés de paysages aquarellés censés évoquer la sérénité, mais la douleur silencieuse des patients assis dans la salle d'attente faisait vaciller cette illusion. Des magazines abandonnés gisaient sur les tables en stratifie, tandis qu'un distributeur de café ronronnait en arrière-plan, offrant une tisane tiède comme seul réconfort tangible. Cela faisait plus de 2 heures qu'Elizabeth recevait son traitement. James regardait sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. À ses côtés, Michael esquissait des formes distraites, des lignes brisées qui trahissaient son inquiétude. Une infirmière apparut à l'entrée. « Messieurs Thornton ? Votre mère vous demande. » Ils pénétrèrent dans la salle d'infusion. Elizabeth était allongée dans un fauteuil, une perfusion quasi vide suspendue à un pied métallique. Sa peau avait pris une teinte pâle, presque cendrée, et les veines bleutées se dessinaient nettement sous son épiderme aminci. Le bracelet hospitalier, d'un blanc éclatant, jurait avec la fragilité de son poignet. « Voilà mes garçons », murmura-t-elle avec un sourire qui cherchait à masquer la fatigue profonde qui la gagnait. Dr Marshall, une femme aux cheveux argentés prématurément, les invita dans le couloir. Elle serra son dossier contre elle, comme pour s'en faire un bouclier. « Votre mère ne répond pas au traitement aussi bien que nous l'espérions. Son taux de globules blancs reste préoccupant et sa fatigue s'accentue. » James demanda, d'une voix plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. « Concrètement, ça signifie quoi ?» La médecin inspira lentement. « Cela signifie qu'il faudra sans doute revoir nos attentes et notre calendrier. » Michael se raidit, les jointures blanchies sur son carnet. « Combien de temps ? » C'est impossible de le prédire avec certitude. La médecine, ce n'est pas de la charpenterie. On ne peut pas mesurer 2 fois pour découper une seule. Elle jeta un regard ému vers la pièce où Elizabeth reposait. « Je vous conseille de profiter pleinement des bons jours. Ils risquent de devenir plus rares. » Le trajet du retour se déroula dans un silence empreint de gravité. À l'arrière, Elizabeth dormait par intermittence, sa tête s'inclinant doucement au rythme des chaos de la route. Les frères se jetaient des coups d'œil furtifs, chacun déchiffrant dans les yeux de l'autre la même peur muette. Et si leur rêve arrivait trop tard ? Pourtant, malgré la douleur, une détermination neuve se forgeait. Ils savaient maintenant que cette cabane n'était plus seulement un projet. C'était une promesse. Un dernier cadeau. Une chance d'offrir à leur mère un endroit où le souffle des montagnes pourrait apaiser ce que la médecine ne guérissait plus. Et tant qu'il leur resterait une once de force, ils continueraient de bâtir ce refuge de bois et d'espoir. Au moment où le feu de signalisation passait au rouge, le téléphone de James vibra dans sa main. Un message de Ray venait d'arriver, toiture terminée, on peut passer à l'intérieur. Cette nouvelle illumina son visage d'une lueur de soulagement et d'espoir. Chaque pas les rapprochait de leur objectif, offrir à leur mère, Elizabeth, un refuge où elle pourrait enfin respirer la paix. À peine arrivés au cottage, lui et Michael aidèrent leur mère à entrer. Elle s'installa doucement sur le canapé du salon, recouverte d'un plaid douillet tandis qu'une tasse de thé fumant réchauffait ses mains fatiguées. Elle les regarda avec un soupir amusé, mais teinté de lassitude. « Vous n'avez pas besoin de me chaperonner comme ça, » protesta-t-elle faiblement. « Je suis juste un peu fatigué, pas complètement incapable. » Michael esquissa un sourire tendre tout en ajustant un coussin derrière son dos. « On le sait, maman, mais laisse-nous prendre soin de toi, juste un peu. » Dans la cuisine, James préparait un dîner léger à partir des plats que les voisins avaient déposés en soutien. Au-delà de l'embrasure de la porte, il entendait sa mère et son frère converser à voix basse. Michael avait lancé la question d'un ton presque innocent, comme s'il parlait d'un simple rêve d'enfant. « S'il y avait un endroit où tu pourrais aller, là, tout de suite, où serait-ce » La réponse d'Elizabeth ne se fit pas attendre, jaillissant comme un vœu profondément enfoui depuis des années. Les montagnes, en automne. Une chaise à bascule sur un porche, un lieu tranquille pour regarder les saisons changer. J'aimerais voir les couleurs danser sur les arbres, sentir le vent d'altitude porter les feuilles comme des papillons. Mais je suis déjà reconnaissante d'être ici, avec mon fils. Plus tard dans la soirée, lorsqu'elle s'endormit dans sa chambre, les 2 frères se retrouvèrent sur le porche arrière, comme 2 conspirateurs planifiant un avenir qui leur échappait. La fatigue pesait sur leurs épaules, mais la détermination brillait dans leurs yeux. « On doit accélérer », déclara James en consultant ses notes sur son application de chantier. « On rend les pièces essentielles habitables en priorité.
Michael hocha la tête. Chambre, salle de bain, cuisine de base, salon. C'était la liste des urgences. Il inspira profondément avant de prendre une décision. Je vais prendre une semaine de congé. Je leur dirai qu'il s'agit d'une urgence familiale. Parce que c'en est une. James posa une main ferme sur son épaule, reconnaissant de ne pas être seul dans ce combat silencieux contre le temps. Le lendemain matin, étonnamment plus vive, Elizabeth s'invita au fourneau malgré leurs protestations. Elle faisait sauter les pancakes avec la même habileté que lorsqu'ils étaient enfants. Son sourire, pourtant, semblait se battre contre une douleur profonde. J'ai pensé à ma liste de choses à faire avant que tout ne devienne trop difficile, dit-elle en déposant une crêpe dorée dans l'assiette de James. Rien d'extravagant, observer une pluie d'étoiles filantes, planter un jardin qui continuera de fleurir après mon départ, vous voir tous les deux heureux et en paix. Maman, tenta Michael, mais elle brandit la spatule comme une épée légère. Pas de mine d'enterrement à ma table. Ce sont juste des pensées pratiques. Puis, presque à voix basse. Et j'aimerais passer un jour dans les montagnes, avant que les traitements ne me clouent ici. Juste une petite excursion. Les deux frères échangèrent un regard inquiet. Le temps ne jouait clairement pas en leur faveur. Après le petit déjeuner, profitant du repos de leur mère, ils se mirent en action. James appela chaque contact, chaque ami, chaque ancien collègue capable de leur apporter des matériaux ou un coup de main. Michael repoussa ses échéances professionnelles et expliqua la situation à ses clients. À midi, un nouveau plan était né, ils travailleraient en alternance, un auprès de leur mère, l'autre au chantier du futur sanctuaire. Mais un problème demeurait, si Elizabeth décidait de partir seule vers les montagnes. On devra l'emmener quelque part rapidement, dit James pensif. Assez près pour apaiser son envie, le temps de terminer la cabane. Grand Fateh Mountain, suggéra Michael. Facile d'accès. Les vues y sont incroyables, même les jours où elle est faible. Ils levèrent les yeux vers le cottage. Par la fenêtre, leur mère arrosait amoureusement ses plantes, chaque geste empreint d'une volonté inébranlable de rester debout face à ce qui la rongeait. Quelques jours plus tard, la montagne résonnait d'une énergie nouvelle. Les marteaux tapaient, le bois craquait, et les rires ponctuaient les efforts. Ce qui avait commencé comme une mission de deux frères était devenu une véritable mobilisation. Cette bénévole travaillait désormais sur le site. Réosquin supervisait deux jeunes qui rebâtissaient la cheminée avec soin. EMT Walker posait l'électricité méticuleusement, prévoyant déjà une future installation solaire. Dans la cour, Luan Walker et sa sœur Meredith triaient des piles de meubles et décorations données par les habitants. « James, venez voir ça !» lança Suzanne Chen, une infirmière récemment retraitée qui avait rejoint la troupe après avoir entendu parler d'Elizabeth. Dans ce qui deviendrait le salon, elle déplia un drap fané, révélant une magnifique courte pointe artisanale. Des montagnes brodées aux couleurs des forêts et du ciel. Un paysage nocturne où scintillaient des étoiles cousues avec précision. On l'a faite à 12, expliqua-t-elle fièrement. On a travaillé chaque soir de cette semaine. Pour votre mère. Luan a dit qu'elle adorait le bleu des sommets et le vert des pins. James caressa la douceur du tissu. Sa gorge se noua. C'est splendide. Elle va l'adorer. Plus bas sur le chemin, Michael revenait de la ville, accompagné de 3 nouveaux volontaires et d'un objet improbable, un piano droit, chargé sur le camion du pasteur Dave, qui ne connaissait même pas Elizabeth. Toute maison a besoin de musique, affirma-t-il, tapotant l'instrument avec enthousiasme. Michael rit, stupéfait. Mais comment avez-vous réussi à monter ça jusqu'ici? Avec la foi, et de très bons amortisseurs, répondit le pasteur avec un clin d'œil. Dans l'après-midi, le chantier avait pris une allure incroyable, des fenêtres neuves reflétaient le soleil, un porche solide entourait désormais l'entrée, et un balcon derrière la chambre offrait une vue parfaite sur les levers de soleil à venir. Autour d'un déjeuner improvisé, Ri déroula des plans sur une table faite de planches brutes. Pour l'eau, moi et EMT avons trouvé la solution. On va capter la source là-haut. Gravité, filtration, du travail professionnel. James haussa les sourcils. Professionnel, oui. Et ça doit coûter une fortune. EMT a un gendre plombier à Asheville, expliqua Ri. C'est lui qui a fait les schémas. Il viendra samedi pour installer. Personne ne vous demandera un centime. Michael resta bouche bée. Comment remercier un village qui leur offrait tellement? C'est alors que Luan arriva, son carnet sous le bras.
le magasin de bricolage fait don de fournitures. Jenkins Limbé envoie du bois. Et Madame Abernathy, de la bibliothèque, elle a organisé une collecte de meubles. James secoua la tête, dépassé par tant de générosité. Pourquoi? Beaucoup ici ne connaissent même pas notre mère. Luan posa une main pleine de bienveillance sur son bras. Elle travaille à la bibliothèque depuis 25 ans. Elle a aidé des enfants à trouver leur premier livre, elle a tenu compagnie aux solitaires, elle a offert du soutien à ceux qui traversaient des tempêtes. Les gens se souviennent de la bonté, toujours. Ce soir-là, alors que les bénévoles rentraient chez eux, Michael aperçut un petit groupe de femmes âgées observant le terrain avec attention. L'une d'elles, une dame aux cheveux argentés, se présenta avec un sourire chaleureux. « Nous faisons partie du club de jardinage, » dit-elle. Dorothy, enchantée. Elle désigna les pentes autour de la cabane. « Nous avons réfléchi à un aménagement paysager spécial. Si votre mère aime autant les montagnes, alors le jardin doit les refléter. Des fleurs qui écloront aux 4 saisons. Des plantes qui attirent les oiseaux et les papillons. Un endroit qui respire la vie, même dans les moments où elle se fait rare. » Les yeux de Michael brillèrent d'une émotion qu'il tenta vainement de cacher. Ces femmes, ces inconnus, se souciaient de sa mère comme si elle faisait partie de leur propre famille. Comme si chaque sourire qu'Elisabeth avait offert au cours de sa vie revenait à présent vers elle sous forme de gratitude. Dans la lumière dorée du crépuscule, la cabane en reconstruction semblait se dresser plus haute qu'auparavant. Comme si elle-même avait compris son rôle, devenir le dernier grand rêve d'une mère que tout un village refusait de laisser tomber. La montagne résonnait d'une solidarité rare, d'une chaîne humaine qui défiait la maladie et les jours comptés. Le vent portait les échos des espoirs et des clous frappés, rappelant à chacun que tant qu'on se bat pour l'amour, rien n'est tout à fait perdu. Et tandis que le soleil se couchait derrière les crêtes lointaines, James ferma les yeux un instant. Il imagina leur mère, assise sur le futur porche, regardant les feuilles rouges et or danser dans l'air, respirant enfin la paix qu'elle méritait. Il n'avait pas encore terminé, mais une chose était certaine. En le silence lumineux du matin, les femmes du club de jardinage arpentaient le terrain, leurs regards attentifs glissant sur chaque recoin de la propriété. Elles étaient venues pour aider à ramener à la vie un jardin de plantes médicinales et de végétaux indigènes, une vision qui avait récemment pris racine dans le cœur de Michael et James. Michael leur montra le vieux journal du docteur Miller, soigneusement conservé, une compilation de recettes médicinales, d'observations botaniques et d'espoir à travers les siècles. Il expliqua qu'ils espéraient reconstituer quelque chose qui ressemblerait à l'ancien jardin, celui qui nourrissait autrefois le corps comme l'âme. Je me souviens du jardin de Thomas. Souffla Dorothy, son visage s'illuminant d'une tendresse oubliée. J'y emmenais ma fille lorsqu'elle avait des crises d'asthme. Il préparait un thé avec des herbes locales qui calmaient sa respiration bien mieux que n'importe quel médicament. Sa voix vibrait de gratitude et de nostalgie mêlée. Les femmes parcoururent le terrain avec une énergie contagieuse, désignant de nouvelles zones pour les plantes d'ombre, définissant les espaces les plus ensoleillés pour les herbes guérisseuses. Elles prirent des notes, promirent des boutures et planifièrent une journée de plantation où le travail se mêlerait à la joie de transmettre un patrimoine vivant. Ce jardin ne serait pas seulement une création nouvelle, il serait une continuation d'une histoire interrompue. Plus tard, Michael retrouva James assis seul sur la terrasse fraîchement construite à l'arrière du chalet. Sur ses genoux reposait le kilt que les voisins avaient cousu pour leur mère, un patchwork d'attention et d'affection. La lumière du jour déclinant projetait des teintes dorées sur son visage fatigué. « Est-ce que tu savais que maman avait eu un impact pareil sur les gens ?» demanda Michael en prenant place à ses côtés. James secoua la tête lentement, son regard se perdant dans les lignes du tissu. « Je savais qu'on l'aimait beaucoup. Mais ça. » Il désigna le chalet, bourdonnant maintenant de projets, de voix et d'espoir. Ce n'est pas de la charité. Ces gens tiennent sincèrement à elle. Michael esquissa un sourire doux. Tu te souviens de ce que maman disait toujours? L'effet d'une onde dans l'eau. Un seul geste de bonté peut voyager bien plus loin que ce qu'on imagine. James hocha la tête avec gravité. Ça rend notre travail plus facile, mais aussi plus essentiel. Tout doit être parfait pour elle. Pas parfait, rectifia Michael. Seulement rempli de l'amour qu'elle nous a donné toute notre vie. Alors que la nuit tombait doucement sur la vallée, ils plièrent le kilt ensemble, comme s'ils refaisaient un vœu silencieux, offrir à leur mère un refuge qui serait bien plus qu'une maison. Ce soir-là, Michael rentra à son appartement. Il se pencha sur la table de la salle à manger transformée en atelier d'architecte improvisé. Des crayons de couleur roulaient d'un plan à l'autre.
Il redessinait encore et encore la salle de bain du chalet, tentant de résoudre les problèmes imprévus que Ray et l'équipe spécialisée avaient découverts. Rien ici n'était standard, pas les murs, pas les angles, pas la fondation en pierre qui semblait avoir défié tout plan logique. Un message de James s'afficha sur son téléphone, « Maman dort. J'arrive avec des pizzas. Quoi de neuf ?» 20 minutes plus tard, James entra, le visage marqué par la fatigue, mais les mains pleines de pizza dans une, dossier de documents dans l'autre. Ils s'installèrent, et James exposa la situation, le matériel de plomberie venait d'arriver, mais le receveur de douche standard, impossible de l'adapter. « J'ai déjà réfléchi à ça », répondit Michael en faisant glisser vers lui un nouveau croquis. « Si on déplace le lavabo de 5 cm et qu'on fabrique une base de douche sur mesure. » James grimaça. « Sur mesure, ça veut dire cher. » Un sourire malin étira les lèvres de Michael. « Pas cette fois. Le gendre de Ray connaît un artisan qui peut couler une base en béton pour moins de la moitié du prix. Et elle s'adaptera parfaitement. » Entre deux parts de pizza, ils défilèrent les photos du chantier sur la tablette de James. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient posé le premier pied sur ce vieux porche affaissé, et le changement était spectaculaire. Un toit neuf étincelait sous la lumière. Les fenêtres reflétaient la forêt comme des miroirs paisibles. À l'intérieur, le squelette d'une véritable maison se dessinait, cadre de murs solides, câbles électriques en place, plomberie prête à être connectée. « On en est à la moitié », annonça James avec une fierté prudente. 6 semaines encore si on garde le rythme. Michael déploya ses notes, la mine concentrée. L'intérieur va demander de la finesse, surtout la chambre de maman. Je veux que chaque détail soit pensé pour elle. James sortit alors plusieurs échantillons de peinture trouvés dans le tiroir de leur mère. Ce sont les couleurs qu'elle a choisies il y a des années. Je pense qu'elle rêvait déjà de vivre plus près de la montagne. Michael observa les teintes bleu-vert avec un sourire attendri. Ce sera parfait. Ils travaillèrent jusque tard dans la nuit, jonglant avec les chiffres, cherchant à maintenir l'équilibre entre la beauté du geste et la réalité d'un budget qui s'effritait. Chaque choix devenait une équation entre cœur et raison, parquet contre-collé plutôt que massif, armoire standard dont on customiserait les portes, économie ici pour pouvoir investir là dans une cheminée en pierre et une porte d'entrée faite main, symbole de l'accueil qu'ils voulaient offrir. Au fait, combien reste-t-il dans notre fonds d'urgence ? Demanda Michael. Le visage de James se crispa. Presque plus rien. Les travaux sur la fondation ont coûté bien plus cher. Michael inspira profondément puis lâcha d'une voix déterminée, le tableau que j'ai laissé à la galerie d'Asheville a été vendu. 4 000 $ de plus. Et je peux prendre des chantiers le lundi. James posa une main sur son épaule. Alors on tiendra. Le lendemain, ils rendirent visite à Elizabeth entre deux traitements. Son état s'était stabilisé pour l'instant, une accalmie fragile mais précieuse. Ils la trouvèrent assise sur un banc derrière sa petite maison, entourée de fleurs de fin d'été. Ses doigts fins pinçaient les pétales fanés avec soin, comme si ce geste pouvait maintenir la vie encore un peu. « J'ai un peu plus d'énergie cette semaine », dit-elle avec un sourire doux. Le docteur parle d'un plateau, mais je prends tout ce qui vient. Michael s'accroupit près d'elle pour aider au jardinage. « Tu as pensé à ce voyage à la montagne dont on parlait ?» Les yeux d'Elizabeth se mirent à briller comme les ruisseaux après la pluie. « J'en rêve. Peut-être le week-end prochain, si les premières couleurs d'automne commencent à paraître. » Alors c'est une promesse, déclara James. Les deux frères échangèrent un regard lourd de détermination. Quand la nuit tomba et qu'Elizabeth se reposa, ils discutèrent à voix basse sur la véranda. Ils devaient avancer plus vite. James proposa un point d'observation situé sur la crête opposée, ainsi, elle profiterait du panorama sans apercevoir le chantier. Michael ajouta qu'il devrait accélérer la peinture extérieure ainsi que le début du paysagisme, au cas où elle voudrait faire une courte balade. Le week-end suivant, un tourbillon d'activités s'abattit sur le chantier. Des bénévoles, enthousiastes malgré la poussière et le travail pénible, peignirent le revêtement extérieur d'un ton chaud rappelant le cèdre naturel. D'autres plantèrent des arbustes le long de la petite route pour dissimuler partiellement la structure, le chalet devait rester une surprise intacte. À l'intérieur, chaque pièce avançait comme un chapitre qui se complétait. La cheminée en pierre touchait presque à son terme, ornée d'une magnifique poutre récupérée d'une maison historique promise à la démolition. Les piles de bois franc attendaient leur installation, s'acclimatant lentement à l'air de la montagne pour éviter de se déformer. Dans la cuisine, James aidait un artisan à poser les armoires conçues avec talent par le neveu de Luan,
un cadeau au prix de l'amitié. Un peu plus loin, Michael et Suzanne trièrent les meubles donnés par des voisins compatissants, ne gardant que ceux qui apporteraient chaleur et authenticité à la demeure. Tout prend forme, observa Ray pendant leur pause, essuyant son front. Ta mère va adorer cet endroit. Ce soir-là, les deux frères établirent de nouveaux objectifs en étudiant le plan directeur du projet. Le rêve fou qu'ils avaient annoncé un jour sur un vieux porche humide de pluie était désormais réaliste. Il suffisait de poursuivre, de tenir, de croire encore. Michael posa doucement une enveloppe de papier sur la table du chalet. Elle rejoignit des dizaines d'autres, toutes alignées avec une précision d'artiste. Chaque enveloppe portait un nom soigneusement calligraphié, Échinacée, Aquilée, Sureau, Valériane, Camomille. Autant de promesses de soins et de vie. Ce matin-là, Dorothy avait déposé ses semences héritées de sa famille. Certaines avaient voyagé dans les poches d'une arrière-grand-mère venue d'Écosse en 1889, traversant océan, guerre et saison après saison pour s'adapter à ce coin de montagne. Les transmettre pour le jardin d'Élisabeth avait été pour elle un geste sacré. Sous l'ombre tamisée d'une toile tendue au-dessus du chantier, Michael dessinait les esquisses du futur jardin thérapeutique. Il avait passé des heures à étudier le journal du docteur Miller, confrontant les recommandations anciennes aux connaissances modernes, s'entretenant avec Dorothy et les autres passionnés d'herboristerie. Le résultat, une conception audacieuse, un jardin de guérison conçu comme des cercles concentriques autour du chalet, chaque zone dédiée à une saison, une vertu, une renaissance. Ce jardin serait plus qu'un simple aménagement paysager. Ce serait une déclaration d'amour vivante. Une promesse de lumière à l'ombre de la maladie. Un souffle d'espoir pour une femme dont la gentillesse avait fait fleurir tant de vie. Et alors que la brise du soir agitait doucement les enveloppes remplies de semences précieuses, Michael s'arrêta un instant pour contempler l'ensemble du projet. Ce chalet n'était plus seulement du bois, de la pierre et des plans compliqués. Il était devenu le symbole d'une communauté unie par la gratitude et la tendresse. Chaque planche clouée, chaque coup de pinceau, chaque graine attendait patiemment le jour où Élisabeth franchirait le seuil. Ce lieu serait son refuge. Un havre façonné par l'amour. Un espace où elle pourrait respirer, guérir, rêver encore. Et sans qu'elle ne le sache, toute une vallée retenait son souffle, espérant la voir bientôt sourire parmi les feuilles de menthe et les fleurs de camomille baignées de soleil. James s'arrêta un instant de fixer les gouttières pour observer son frère. Michael était accroupi dans la terre, entouré de croquis et de piquets fraîchement plantés, en train de dessiner un plan complexe sur un carnet maculé de terre. Ça a l'air compliqué, fit remarquer James, essuyant la sueur sur son front. Ce n'est pas si complexe que ça, répondit Michael sans lever la tête. C'est même assez logique, les herbes culinaires près de la cuisine, pour qu'elles puissent les avoir sous la main. Les plantes pour infusion juste à côté du porche arrière, pour qu'elles puissent les cueillir facilement. Et les plantes médicinales sur les anneaux extérieurs, celles qui se développeront avec le temps. Il montra du doigt le tracé parfaitement circulaire qu'il venait de terminer. Et chaque plante choisie pour que quelque chose soit en fleur du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, ajouta-t-il avec un sourire discret. James observa le dessin, puis la terre nue qui s'étendait autour du cabin. Il haussa un sourcil. Tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose qu'on ne verra même pas quand on lui offrira la maison. Rien n'aura encore poussé. Cette fois, Michael leva les yeux. Ses traits étaient fatigués, mais une flamme vive animait son regard. Ce n'est pas seulement une question d'effet de surprise, murmura-t-il. C'est pour lui donner une raison d'attendre demain. Pour lui offrir des saisons de croissance à espérer. Dr Miller avait compris que soigner, ce n'est pas seulement traiter des symptômes. C'est cultiver l'espoir. James posa une main solide sur l'épaule de son frère. Il comprenait. Sans un mot, il retourna poser les gouttières. Au milieu de l'après-midi, les membres du club de jardinage arrivèrent, visage souriant et mains prêtes à travailler. Ils apportèrent avec eux des plans de leur propre jardin, du compost fait maison, du paillis, et même des étiquettes de plantes peintes à la main, chacune décorée de petites fleurs joyeuses. Sous la direction de Dorothy, une femme énergique à la tignasse argentée, ils tracèrent des chemins avec des piquets et de la ficelle, suivant précisément le plan de Michael. Votre mère a toujours admiré mon jardin aromatique quand elle venait à la bibliothèque, raconta Eleanor, ancienne professeure d'anglais. Elle me parlait des remèdes de sa grand-mère, là-bas au pays. Ce projet, c'est comme lui rendre hommage. Les bénévoles travaillèrent sans relâche, ils creusèrent, enrichirent la terre, plantèrent des vivaces robustes qui auraient le temps de bien s'enraciner avant l'hiver.
Là où le printemps apporterait d'autres plantations, ils laissèrent des emplacements déjà balisés, chacun porteur d'une promesse future. Au coucher du soleil, Michael s'arrêta quelques instants pour contempler l'ensemble. Ce n'était encore qu'un squelette de jardin, des lignes de terre fraîche, des pancartes aux couleurs vives plantées dans le sol, mais l'intention était visible. C'était le début d'un lieu de guérison pour le corps, pour le cœur. Ray, essuyant la terre qui lui maculait les mains, se posta à côté de lui. « Ça me rappelle comment le jardin du docteur Miller avait l'air à son apogée, dit-il d'une voix douce. Tu as déjà essayé ces remèdes? Pas personnellement, répondit Michael. Ray fit craquer ses doigts, abîmés par des décennies de travail à la scierie. J'ai eu une arthrite terrible après mes blessures de bûcheron. Sa tisane d'écorce de saule et de reine des prés marchait bien mieux que ce que me donnait le VA. Les yeux de Michael s'illuminèrent. J'ai trouvé sa recette dans le journal. On en fera pousser pour toi. À l'intérieur du cabin, James et Ahmed travaillaient sur la salle de bain spécialement adaptée, une douche avec un banc de pierre intégré, des barres d'appui discrètes, tout pensé pour accompagner la mobilité déclinante d'Elizabeth, sans jamais sacrifier le charme rustique du lieu. Comment elle va, avec toutes ces sorties en montagne, demanda Ahmed. Elle adore ça, répondit James. On l'a emmenée à Lookout Ridge le week-end dernier. Elle avait plus d'énergie qu'elle n'en a montré depuis des mois. Ahmed hocha la tête, convaincu. La nature, c'est un médicament en soi. Plus tard dans la soirée, après le départ des bénévoles, Michael s'installa sur le porche arrière avec un mug de thé chaud et le journal du docteur ouvert sur ses genoux. Devant lui, les futurs parterres dormaient encore, mais regorgeaient de promesses. La balançoire du porche était placée pour offrir la meilleure vue, celle du jardin en devenir et de la ligne où le soleil se lèverait au matin. James le rejoignit et lui tendit une petite boîte en bois. « C'est quoi ?» demanda Michael. « Trouvé à une vente de succession à Burnsville », expliqua James. La propriétaire disait que ça appartenait à sa grand-mère, une femme connue ici pour son jardin médicinal. Michael ouvrit la boîte. À l'intérieur, des vieux sachets de graines, soigneusement rangés. L'encre des étiquettes était un peu pâlie, mais les mots restaient lisibles. Il reconnut plusieurs variétés mentionnées dans le journal du docteur. Elles datent des années 50, poursuivit James. La dame disait qu'elles avaient été stockées correctement. Certaines devraient encore germer. Michael caressa du pouce un sachet portant la mention aux fleurs nocturnes. Maman parlait toujours des fleurs qui ne s'ouvraient qu'à la nuit tombée, et qui attiraient des papillons grands comme des oiseaux. Je crois que ce sont celles-ci. Il releva les yeux, ému. Elle adorera les voir éclore. James sourit. Ce lieu doit lui donner envie de se réveiller chaque matin. Ils restèrent silencieux, bercés par l'air frais du soir. Le jardin endormi tenait, dans son immobilité, la promesse d'un avenir fleuri. Puis soudain, un fracas déchira la quiétude, un bruit sec et violent de verre qui explose. Des éclats de fenêtres volèrent à travers la chambre, scintillant sur le parquet flambant neuf. James et Michael figèrent leurs mouvements. Entre eux, le lourd meuble ancien qu'ils tentaient de faire entrer était coincé en travers de l'encadrement. « Je t'avais dit qu'il fallait enlever le cadre avant de le passer », lança James, la voix chargée d'exaspération. « Et moi je t'avais dit qu'on pouvait l'angler », répliqua Michael en lâchant brutalement le meuble. « Mais tu n'écoutes jamais, hein? Tu crois toujours tout savoir. » Cela faisait des semaines qu'il vivait un marathon épuisant, 16 heures de travail par jour, jonglant entre les rénovations et les soins constants pour leur mère, dont l'état se fragilisait dangereusement. La fatigue avait rongé leur patience. « On n'a pas le temps pour ces conneries », gronda James en attrapant sa boîte à outils. « On doit encore finir la chambre et nettoyer avant son rendez-vous dans 3 heures. On en aurait le temps si tu n'avais pas insisté pour reconstruire tout le mur nord. » Siffla Michael. Ce mur était pourri par l'humidité. Un bon coup de vent et il s'effondrait. C'est de la sécurité, pas un caprice. Et toi tu veux aller trop vite, riposta Michael. Tu veux faire du basique, du là c'est bien. Mais cette maison doit être spéciale. Chaque détail compte. Ce qui compte, tonna James, c'est qu'elle soit là pour en profiter. Les mots restèrent suspendus comme une vérité trop crue. Le silence s'abattit, lourd, envahissant. On n'entendait plus que leur souffle précipité. C'est alors que Ray arriva. Il s'arrêta net devant la vitre éclatée. « Sacré, discussion ?» demanda-t-il prudemment. James balaya rageusement les éclats. « Différence d'opinion » marmonna-t-il.
Ray invita Michael dehors pour l'aider à décharger du matériel. Dans l'air vif, la colère de Michael commença à retomber. James comprend rien, gronda-t-il. Il veut juste finir vite. Moi, je veux créer un endroit qui guérisse, un endroit qui lui ressemble. Ray soupira doucement. Tu sais, quand ma femme était malade, je lui ai construit une véranda. Je voulais qu'elle soit entourée de lumière et de ses plantes préférées. J'ai passé des mois à choisir les meilleurs matériaux, à ajuster chaque petit détail. Je voulais que ce soit parfait. Une ombre passa sur son visage. Quand j'ai terminé, Sarah était trop faible pour en profiter. Elle n'y a passé que 3 après-midi avant de partir. Michael resta muet. La frustration en lui se changea en remords. À l'intérieur, James, agenouillé, mesurait la fenêtre à remplacer. Sa colère s'était dissipée, remplacée par une peur sourde, celle de ne jamais finir à temps. Celle de décevoir. Michael revint, le visage apaisé. Il se plaça à l'autre extrémité du meuble et murmura. Si on enlève les pieds, ça devrait passer. James hocha la tête. Ils démontèrent doucement les pieds sculptés. Cette fois, le meuble glissa sans résistance dans la chambre de leur mère. Il y trouva naturellement sa place. J'ai trop poussé sur les détails, admit Michael doucement. Et moi j'ai trop poussé sur le calendrier, répondit James. On veut tous les deux la même chose. Michael passa la main sur le bois verni. Elle disait que ça ressemblait au meuble de grand-mère. Ça lui rappellera tant de choses. Alors ça valait bien une fenêtre, répondit James avec un sourire fatigué. Ils réparant ensemble le cadre brisé, leurs gestes retrouvant leur harmonie habituelle. Dehors, Ray et Emmett observaient la scène à travers la porte ouverte. Ils échangèrent des regards complices en entendant les frères murmurer, discuter, rire à nouveau. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir ?» demanda Emmett. Ray regarda les 2 silhouettes se pencher sur une planche, mesurer avec précision, scier avec attention. « Ils se rappellent pourquoi ils font tout ça ?» répondit-il. « Et c'est tout ce qui compte. » Elizabeth Thornton avait élevé seule ses 2 fils. Au fil des années, elle avait développé cette intuition maternelle presque surnaturelle, ce 6e sens qui ne disparaît jamais, même lorsque les enfants deviennent des hommes. Depuis quelque temps, quelque chose clochait. Elle observait leurs absences inexpliquées, ces appels téléphoniques interrompus desquels entraient dans une pièce, cette fatigue constante qui marquait leurs traits comme une ombre persistante. Au début, elle avait tout mis sur le compte du choc provoqué par son diagnostic médical, mais désormais, son instinct lui soufflait qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il tentait de lui cacher. Un dimanche, alors que James s'apprêtait à partir juste après le déjeuner familial, elle lui demanda d'un ton léger et pourtant chargé d'un doute bien ancré. Une autre réunion du club de jardinage ? C'était la 3e fois en 2 semaines que son fils prétendait se rendre à ce genre d'activité. Or, rien n'aurait pu être plus éloigné des centres d'intérêt de ce garçon pragmatique, bâti pour les chantiers bien plus que pour la botanique. Oui, répondit-il en s'empêtrant dans ses mots. On construit des nichoirs pour le parc communautaire. Elisabeth hocha la tête, mais son regard trahissait son scepticisme. Elle ne croyait pas une seconde à cette histoire. Dès qu'il fut parti, elle rejoignit son petit bureau, s'assit avec effort et ouvrit lentement le tiroir du bas. Une semaine plus tôt, lors d'une journée où ses forces l'avaient miraculeusement accompagnée, elle avait commencé à rassembler des indices, des bribes de conversations entendues par hasard, des tickets d'essence retrouvés dans la voiture de Michael, et surtout ce qu'elle avait aperçu sur l'écran du téléphone de James. Elle avait alors gribouillé une carte approximative, une esquisse à peine lisible, mais qui indiquait une zone perdue dans les montagnes, près de Cooper S. Ridge. Trop affaiblie jusque-là pour vérifier ses soupçons, elle se sentait aujourd'hui animée d'une énergie nouvelle. Marshall, son médecin, avait bien prévenu que ses journées de répit étaient précieuses et fugaces, mais Elisabeth comptait pleinement en profiter. Elle prit son téléphone et appela sa voisine, Madame Peterson, qui arriva quelques minutes plus tard au volant de sa berline bleu ciel. « Elisabeth, est-ce bien raisonnable ? Si vos garçons appellent et que vous n'êtes pas là, ils vont s'inquiéter, prévint-elle. « Il me cache quelque chose, répondit Elisabeth d'une voix calme. Et ce n'est rien de grave, j'en suis certaine. Ce sont de bons garçons, mais ils ne veulent pas que je découvre ce qu'ils mijotent. » Elles quittèrent la route principale, les paysages familiers cédant la place à des sentiers plus sauvages. Finalement, suivant le tracé rudimentaire de la carte,
elles débouchèrent sur un chemin de terre accidenté que la voiture de Madame Peterson affronta avec réticence. Soudain, au détour d'un virage, Elizabeth aperçut plusieurs véhicules arrêtés dans une clairière. Parmi eux, le camion de James. « Arrêtez-vous ici » demanda-t-elle aussitôt. « Je veux m'approcher sans bruit. » Sa voisine resta au volant pendant qu'Elizabeth, se tenant aux arbres pour garder l'équilibre, s'avançait à travers les feuillages. Les sons d'outils, de rire et de voix l'attiraient en avant, jusqu'à ce qu'elle écarte une dernière branche et s'immobilise, stupéfaite. Devant elle, baignée dans une lumière dorée, se dressait une somptueuse petite cabine en rondin. Les murs en cèdre, fraîchement restaurés, scintillaient comme de l'ambre sous le soleil de l'après-midi. Une véranda enveloppait l'avant du bâtiment, agrémentée de fauteuils à bascule orientés vers un panorama grandiose de montagne. Des jardinières attendaient d'être fleuries. Une fumée douce s'élevait de la cheminée en pierre, répandant dans l'air une odeur rassurante de bois brûlé. Le terrain avait été méticuleusement aménagé, des sentiers de pierre serpentant parmi des plantes locales, des plates-bandes prêtes à accueillir un jardin luxuriant. Mais ce n'était pas la beauté du lieu qui lui serra le cœur, c'étaient les gens qui s'y affairaient. Elle reconnut des voisins, des habitués de la bibliothèque où elle travaillait, des membres de son église. Et au milieu d'eux, ses fils. James dirigeait une équipe près d'une petite annexe, tandis que Michael peignait la porte d'un bleu profond, le même bleu que la maison de son enfance. La main d'Elizabeth se porta instinctivement à sa bouche. Des larmes jaillirent aussitôt, brouillant sa vue. Quelqu'un l'aperçut et avertit James d'un léger coup de coude. Il se retourna, et le temps sembla se figer autour de lui. Peu à peu, tous cessèrent de travailler, se tournant vers elle dans un silence chargé d'émotion. Michael fut le premier à réagir. Posant son pinceau, il traversa rapidement la clairière, la gorge serrée. « Maman ? Tu n'aurais pas dû être ici. On voulait te faire la surprise quand tout serait terminé. » Qu'est-ce que tout cela signifie ? Balbutia-t-elle, même si la réponse s'imposait déjà dans son esprit. James les rejoignit, essuyant ses mains sur son jean poussiéreux. « C'est pour toi, maman. On a trouvé cette vieille cabane abandonnée. On voulait te construire. Ta maison de montagne. Ton rêve. » Une vague puissante d'amour et de gratitude la submergea. Elle comprit, dans un éclair, ce que ce cadeau représentait. Ses fils savaient que le temps leur était compté avec elle. Ils voulaient lui offrir cette paix à laquelle elle avait toujours renoncé pour eux. « Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus » demanda-t-elle, la voix tremblante, tandis que Michael la guidait doucement vers la maison. « Presque 3 mois, répondit James. Avec beaucoup d'aide, comme tu peux le voir. » Elizabeth reconnut Dorothy, du club de jardinage, qui s'approcha avec un sourire penaud. « Je t'ai peut-être raconté quelques mensonges à propos de catalogues de semences. Nous voulions tous contribuer. Vos garçons ont rassemblé tout un élan d'amour ici, ajouta Ray, un habitué des séances de lecture à la bibliothèque. À l'intérieur, Elizabeth découvrit un univers façonné sur mesure pour elle. Un coin lecture près d'une grande fenêtre inondée par la lumière du matin, des étagères conçues pour accueillir ses livres préférés, une cuisine pensée pour une passionnée de pâtisserie. Dans la chambre, une courte pointe colorée, qu'elle avait admirée lors de la dernière foire artisanale, couvrait un lit qui évoquait celui de sa grand-mère. « On voulait que tout soit parfait pour te le montrer », s'excusa Michael, baissant les yeux. « Il reste encore tellement à faire. » Elle regarda ses fils, ces hommes qui un jour avaient été 2 petits garçons serrés contre son cœur. « C'est déjà parfait, » murmura-t-elle. « Parce que vous êtes présents dans chaque détail. » Elle les serra tous les 2 dans ses bras tandis que la lumière du soleil déclinant enveloppait la scène d'une tendresse presque irréelle. Mais la magie ne pouvait empêcher les réalités du monde de frapper à nouveau. Quelques jours plus tard, une enveloppe portant le logo de l'hôpital attendait sur la table de la cuisine chez Michael. Il avait hésité à l'ouvrir, redoutant la vérité qu'elle contiendrait. Quand il finit par le faire, son souffle se coupa. Les assurances avaient participé, bien sûr, mais les restes à charge étaient immenses. Leur arrangement actuel ne suffisait plus. Puis son téléphone vibra. Réunion avec l'entrepreneur, problème de système septique. Rejoins-moi au chalet. James. Michael attrapa sa veste, glissa la facture dans sa poche et s'engagea sur les routes sinueuses de la montagne, le cœur battant au rythme d'inquiétude croissante. Lorsqu'il arriva, James discutait vivement avec un homme couvert de boue. Les normes d'État ont changé l'an dernier, expliquait l'entrepreneur. Le système prévu n'est plus conforme, trop proche de la source d'eau.
Il faut tout déplacer et installer un modèle plus coûteux. Et combien cela va-t-il coûter? Demanda Michael. Environ 11 000 de plus. Une fois seuls, les deux frères s'adossèrent à la rambarde du porche. La facture médicale et le nouveau devis étaient posés côte à côte, oppressants. On ne peut pas, souffla James. Entre les soins de maman et tout ce qu'on a mis ici, on est à sec. Michael proposa des prêts, mais James secoua la tête. On est déjà endetté jusqu'au cou. Et j'ai emprunté sur mon plan retraite. Le silence les enveloppa, lourd comme un ciel d'orage. Cela faisait 2 semaines qu'Elisabeth passait du temps au chalet, rayonnante malgré les travaux inachevés. Sans système septique complet, elle ne pourrait pas y rester pour l'hiver. Peut-être qu'il faut être honnête avec elle, suggéra James, la voix brisée. Lui dire qu'on ne pourra pas finir. Non, répliqua Michael, bien que son optimisme vacillant sonna faux. Il doit exister une solution. Soudain, le bruit de pneus sur le gravier les fit lever la tête. La voiture de Luan se gara, puis d'autres arrivèrent. « J'espère que nous ne dérangeons pas. » lança-t-elle en sortant un plat fumant. « Vous avez besoin d'un repas chaud ici. » Et les habitants affluèrent, certains apportaient des outils, d'autres des matériaux, tous avec la même volonté d'aider. Dorothy se précipita vers Elisabeth, emmitouflée dans une couverture. Ray et Ahmed discutaient des chapeaux de cheminée qu'ils venaient livrer. Le lieu se transforma en fête chaleureuse, une véritable levée de grange moderne, où la bonté se substituait à la peur. Le pasteur Dave s'approcha discrètement des frères. « Un mot, si vous le permettez. » Il les mena à l'écart et sortit un chèque de sa poche. « Le conseil de l'Église a décidé de faire de votre projet son action communautaire du mois. Ce n'est pas énorme, mais cela contribuera aux travaux restants. »« Pasteur, nous ne pouvons pas accepter, » commença James. « Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit le pasteur avec douceur mais fermeté. « C'est la communauté. Elisabeth nous accompagne depuis des décennies. Elle a donné sans compter. Laissez-nous rendre un peu. » Avant qu'il ne puisse répondre, Suzanne Chen arriva, brandissant un prospectus brillant. Le conseil de l'hôpital vient d'approuver une soirée bénéfice avec une vente aux enchères silencieuse. Pour Elisabeth. Regardez, havre de guérison et aidons à construire le refuge de notre bibliothécaire bien-aimé. Les billets se vendent déjà, et les commerces du coin offrent des lots pour l'enchère. Les frères restèrent un moment sans voix. Ce chalet, ils l'avaient d'abord imaginé comme un geste d'amour privé, un dernier rêve à offrir à leur mère, et voilà que toute une ville venait de se lever pour le porter avec eux. Elisabeth avait consacré sa vie entière à son prochain. Elle avait raconté des histoires, enseigné, réconforté, offert des biscuits encore chauds et un sourire quand le monde semblait froid. Aujourd'hui, c'était cette même communauté qui se tenait devant elle, prête à la soutenir dans son combat, prête à bâtir littéralement un refuge d'amour autour de son courage. La maison dans la montagne n'était plus seulement un projet familial. Elle était devenue le symbole d'une vérité profonde. Lorsqu'un cœur a tant donné, il finit toujours par être entouré. Et au milieu de ces montagnes, dans la lueur chaleureuse d'une fin d'après-midi, Elisabeth Thornton comprit qu'elle ne se battait plus seule, chaque pierre, chaque poutre, chaque sourire était désormais une promesse. Il serait là, jusqu'au bout. Ce soir-là, lorsque les visiteurs quittèrent enfin la propriété, le silence redescendit sur la vallée, enveloppée de la douceur du crépuscule. Sur le porche, Elisabeth était installée entre ses deux fils. Elle n'avait pas posé de questions sur les conversations murmurées plus tôt, ni sur ses chiffres et ses craintes qu'il tentait maladroitement de lui dissimuler. Pourtant, rien n'avait échappé à son regard attentif. Ses yeux avaient cette manière de lire l'invisible, de saisir ce que personne n'osait dire. Elle leur prit les mains dans un geste tendre, presque solennel. « Vous savez, quand vous étiez petit, et que la vie devenait difficile, nous avons toujours traversé les épreuves ensemble. Nous trois contre le monde. » Ces mots, simples mais lourds de vérité, firent vibrer quelque chose en eux. Michael leva les yeux vers James, par-dessus la chevelure grisonnante de leur mère. Dans ce regard échangé, une détermination nouvelle remplaça l'épuisement et la peur. Ils ne savaient pas encore comment ils allaient y parvenir, mais ils savaient une chose, ils n'étaient pas seuls dans ce combat. Comme cette cabane qu'ils reconstruisaient jour après jour, leur solution se construirait à plusieurs mains, pas à pas, jusqu'au dernier clou, jusqu'à la dernière pierre. Plus tard, seul dans la cuisine fraîchement rénovée, Michael fixa le calendrier accroché au mur. Une date y était encerclée en rouge, le 15 novembre. Dans 10 jours à peine.
Son doigt parcourut les cases précédentes, chaque carré représentait une journée de travail acharné, d'espoir fébrile et d'angoisse contenue. James le rejoignit, revenant de la salle de bain où il avait installé de nouvelles barres d'appui. Peu à peu, la maison prenait la forme qu'Elizabeth méritait, des portes élargies, des marches adoucies, des rampes discrètement intégrées au charme rustique de la construction. « J'ai parlé avec le docteur Marshall ce matin », dit-il en essuyant la poussière sur ses mains. « Les résultats de maman chutent plus vite que prévu. Le nouveau traitement ne fonctionne pas. » Les deux frères se figèrent, le cœur lourd. La vérité qu'ils tentaient de tenir à distance venait de les rattraper. La veille encore, le médecin leur avait annoncé en privé que l'état d'Elizabeth déclinait rapidement. Les traitements agressifs ne servaient plus à rien. Il faudrait, dans 2 semaines tout au plus, abandonner l'attaque pour le confort. Alors la cabane devait être prête. Pas un jour de plus. Pour qu'elle puisse en profiter. Pour qu'elle puisse y vivre, peut-être même y finir sa vie, mais entourée de beauté et d'amour. Ils se penchèrent ensemble sur leur longue liste de tâches et commencèrent à trier sans pitié. Le superflu était abandonné. La peinture extérieure attendrait le printemps. La chambre d'amis n'avait pas besoin d'être achevée. Le joli chemin pavé serait simplifié. Le système septique, c'est non négociable, rappela James. Le plombier a promis de terminer vendredi. Et le chauffage doit absolument fonctionner avant les premières gelées, ajouta Michael. Heureusement, le village entier s'était soudé autour de leur cause. Le gala de soutien avait dépassé toute attente, plus de 28 000 $ récoltés en une seule soirée, grâce aux ventes de billets, aux enchères et aux dons directs. L'histoire de la mère courageuse et de ses fils bâtisseurs avait touché des cœurs bien au-delà de la ville. Une entreprise d'Asheville avait offert les matériaux manquants. Un artisan local façonnait gratuitement du mobilier sur mesure. Un propriétaire anonyme de location touristique avait envoyé un chèque accompagné d'un mot bouleversant, pour la femme qui avait trouvé le livre préféré de ma fille, quand elle se sentait perdue. Avec cet élan, les délais s'accélérèrent. James prit un congé formel de son chantier. Michael reporta tous ses projets de design. Les deux frères vivaient désormais dans la cabane, s'écroulant pour quelques heures sur des matelas pneumatiques avant de recommencer à travailler à l'aube. Les bénévoles se relayaient sans interruption, comme s'ils savaient tous que chaque minute comptait. Le club de jardinage de Dorothy avait terminé les plantations d'automne. Réosquin et ses collègues avaient entièrement refait l'électricité et posé un générateur de secours. Le pasteur Dave avait institué une rotation de repas livrés pour sustenter la troupe. Elizabeth, quant à elle, circulait entre sa maison de ville et la cabane, inconsciente de l'urgence désespérée qui rythmait chaque décision de ses fils. Chaque nouvel espace terminé lui tirait des sourires émerveillés, notamment le coin lecture que Michael avait conçu pour capter la lumière tout au long de la journée. « Je n'aurais jamais imaginé avoir un jour ma maison dans les montagnes », murmura-t-elle un soir, blottie près de la cheminée fraîchement habillée de pierre. Elle ne dit rien de sa peur sourde, ni de cette conscience intime du temps qui se refermait sur elle. Il le savait déjà. Lorsque Suzanne la raccompagna en ville pour un autre traitement, les frères reprirent aussitôt leur marteau. « Demain, il nous faut du monde pour le carrelage de la cuisine et pour l'azurer l'escalier du grenier », calcula Michael en barrant des lignes sur son carnet. « 2 gars de mon équipe arrivent à l'aube, répondit James. Et Ray amène son petit-fils, il pose du carrelage comme un pro. Ils travaillèrent toute la nuit, poignées de placards, portes intérieures, moulures. À 3 heures du matin, les derniers bénévoles repartirent, jurant de revenir après un bref repos. À l'aube, les frères se retrouvèrent sur la terrasse arrière, le visage terne, le dos brisé, mais la volonté intacte. « Tu te souviens du jour où on a découvert cet endroit ?» souffla Michael en regardant la silhouette de la maison transformée. On pensait que c'était impossible. Certains jours, je le pense encore, répondit James en esquissant un sourire. Un camion gravit alors l'allée. La livraison de propane. Une étape cruciale de plus franchie. James inspira profondément avant de confier. J'ai parlé à l'hospice hier. Ils sont prêts à venir ici, le moment venu. La cabane répond à toutes leurs exigences pour les soins à domicile. Michael sentit sa gorge se serrer. Jamais encore il n'avait nommé si clairement ce que cette maison pourrait devenir, non seulement un refuge rêvé, mais son dernier foyer. Elle sera bien ici, murmura-t-il d'une voix cassée. Enveloppée de beauté. Et d'amour. James posa une main ferme sur son épaule. C'est tout ce qui compte. Le calendrier continuait d'imposer sa pression impitoyable.
Mais quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus d'un chantier à mener à terme. C'était la construction d'un sanctuaire. Un acte d'amour immense. Une offrande à celles qui avaient tout sacrifié pour eux. Quelques jours plus tard, un vrombissement fendit le ciel clair. Un hélicoptère se posa sur l'héliport de l'hôpital de montagne. James et Michael observaient le balai des infirmiers lorsqu'un homme aux cheveux argentés, portant une mallette en cuir, en descendit. La docteure Chen, oncologue en chef, s'avança rapidement. Docteur Ramirez, merci d'être venu si vite. Directeur du programme d'oncologie expérimentale à Johns Hopkins, Gabriel Ramirez était un espoir inattendu. Ayant vu le reportage sur Elizabeth et la mobilisation du village, il avait contacté le docteur Marshall. Il se souvenait d'Elizabeth. Bibliothécaire médicale, elle l'avait aidé des années plus tôt à trouver des ressources rares pour ses recherches sur les maladies sanguines. Il n'avait jamais oublié sa bienveillance. Les frères assistèrent à l'analyse des résultats. Le diagnostic était dur, mais une possibilité se dessinait. Dr Ramirez sortit un dossier frappé de l'intitulé Protocole 317B aux voies de réponse alternative à AML. Notre traitement expérimental montre un taux de réponse de 42% chez des patients comme votre mère. Bien supérieur aux thérapies de rattrapage classiques. Et les effets secondaires, demanda James. Beaucoup plus tolérables, fatigue, immunité affaiblie, mais pas de perte de cheveux, moins de nausées. Et surtout, une meilleure qualité de vie. Michael sentit une flamme d'espoir renaître. 14 mois en moyenne de stabilisation. Parfois 2 ans de rémission. Cela voudrait dire, des saisons à la montagne. Des réveils au soleil levant. Des soirées près du feu. De la vie. Mais Dr Marshall précisa. Les premières semaines exigent un suivi étroit, analyse chaque semaine et perfusion 2 fois par mois. Et l'hiver approche. Nous nous organiserons, trancha James. Si cela donne une chance à maman, rien ne nous arrêtera. Le soir venu, ils expliquèrent l'option à Elizabeth dans sa chambre d'hôpital. Elle écouta chaque mot avec une lucidité impressionnante, posant des questions pointues qui firent hausser les sourcils du grand spécialiste. Une chercheuse un jour, une chercheuse toujours, plaisanta-t-elle doucement. Puis elle demanda, la voix aussi fragile qu'un souffle. Et la cabane? Pourrons-nous y être? Ensemble? Dr Ramirez pense que l'environnement paisible pourrait même soutenir le traitement, répondit Michael. Elle observa les montagnes par la fenêtre. On aurait dit qu'elle les appelait, qu'elle lui murmurait encore un avenir. On m'offre du temps, confia-t-elle, les yeux brillants. Je ne m'attendais plus à un tel cadeau. Lorsque les médecins les laissèrent seuls, les frères se penchèrent encore sur leur liste. Désormais, il faudrait aussi prévoir un espace stérile pour les visites médicales, une isolation renforcée contre les grands froids, peut-être même un dispositif d'aide pour gravir les marches les jours trop douloureux. Il savait que le compte à rebours n'était pas suspendu. Il savait que le chemin resterait dur, incertain. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, l'espoir était revenu s'asseoir à leur table. Et tant qu'il serait là, il continuerait. Pour elle. Sur le chemin du retour, ils décidèrent de faire un détour par la cabane, malgré leur tardive. Il était bien passé minuit lorsqu'ils arrivèrent, mais quelques bénévoles infatigables travaillaient encore, éclairés par la douce lueur de lampes portatives. Ils installaient les derniers appareils de la cuisine, déterminés à finir avant l'aube. James, le visage grave, s'adressa au petit groupe réuni sur le porche. Il leur annonça les nouvelles, le traitement expérimental, l'espoir inattendu de temps supplémentaire, mais aussi les nouvelles exigences pour transformer la cabane en un lieu adapté aux soins médicaux de leur mère. Nous devons accélérer encore plus le rythme, conclut Michael. Et ajouter des aménagements médicaux que nous n'avions pas prévus. Ray fut le premier à répondre. Mon neveu travaille dans la construction d'installations médicales. Il peut nous aider pour les normes de salles stériles. Ahmet hocha la tête avec conviction. Je connais quelqu'un qui dirige une entreprise de déneigement. On pourra maintenir la route accessible pour les rendez-vous médicaux, peu importe le temps. Tous ensemble, ils révisèrent les plans jusqu'au cœur de la nuit. Pendant que les discussions se poursuivaient, Michael s'éclipsa doucement pour se rendre dans la chambre d'Elizabeth. La pièce était presque terminée, ses livres préférés soigneusement rangés sur les étagères, des photos de famille délicatement posées sur la table de nuit, et le merveilleux kilt fait à la main déjà étalé sur le lit. Avec une émotion contenue, il posa sur son oreiller le protocole de traitement du docteur Amir, une feuille de papier,
mais qui représentait un monde d'espoir. Un symbole que cette pièce ne serait peut-être pas le théâtre de ses derniers jours, mais celui de nouvelles saisons à vivre. Dehors, les premiers flocons de l'hiver commençaient à tomber, recouvrant le toit fraîchement réparé d'une dalle blanche presque irréelle. La montagne s'apprêtait à plonger dans son sommeil hivernal. Mais à l'intérieur, des projets de printemps germaient déjà, invisibles et tenaces. Le lendemain matin, la lumière traversa les nouveaux rideaux et se posa en douceur sur les planchers de pin poli. Michael se plaça au centre du salon, tournant lentement sur lui-même. Après des mois d'efforts exténuants, d'obstacles innombrables et de délais impossibles, le miracle s'était accompli, la cabane était prête. Dans la cuisine, les appareils électroménagers au style vintage brillaient sous le soleil naissant. Les étagères ouvertes exposaient fièrement la collection de vaisselle, Blue Willow, qu'ils avaient retrouvée dans les cartons de leur mère. Au salon, une majestueuse cheminée en pierre dominait l'espace, son manteau sculpté d'un seul bloc de chêne local. Les fauteuils, les canapés, et chaque objet était disposé avec soin pour favoriser à la fois la conversation et la contemplation des paysages grandioses autour d'eux. À l'extérieur, James ajoutait la touche finale, une enseigne en bois sculptée à la main pour le porche d'entrée. En lettres élégantes, incrustées de cuivre, on pouvait lire « Le refuge d'Elizabeth ». Michael sortit, les yeux brillants. « Parfait », lança-t-il avec un sourire. James admira son ouvrage, puis regarda sa montre. « Maman sera ici dans 1 heure. Suzanne la ramène après son traitement. » Ils avaient tout planifié minutieusement. Le premier traitement expérimental d'Elizabeth s'était bien passé, avec peu d'effets secondaires. Le docteur Ramirez restait prudent, mais tout dans son regard disait qu'un nouvel espoir était né. À l'intérieur, les frères peaufinèrent les derniers détails, ils allumèrent des bougies parfumées aux herbes de montagne, disposèrent des branches de pin dans de belles poteries, installèrent la couverture préférée d'Elizabeth près de la grande fenêtre. Une odeur envoûtante régnait, cire d'abeille, pain chaud sortant du four, et fraîcheur des conifères. « Tu te souviens du jour où on a découvert cette cabane ?» demanda Michael. James sourit. « Difficile d'oublier. Il fallait vraiment avoir ton imagination pour voir le potentiel sous toute cette ruine. » Michael haussa les épaules avec tendresse. « Tu as vu les fondations, toi. Les os de la maison. Moi j'ai imaginé le reste. » Ils échangèrent un regard complice. Une équipe improbable, mais une équipe qui avait déplacé des montagnes. Bientôt, les premiers véhicules apparurent sur la route désormais praticable. La rumeur avait circulé, aujourd'hui, Elizabeth emménageait officiellement. Les habitants du coin arrivaient, les bras chargés de cadeaux, de plats réconfortants, de sourires et de fierté. Dorothy et les membres du club de jardinage avaient décoré le porche de couronnes de sapins et de baies d'hiver. Ray et Emmett installaient des tables supplémentaires dans la clairière. Le pasteur Dave aidait le mari de Suzanne à décharger un petit piano droit à une surprise du chœur de l'église, sachant l'amour d'Elizabeth pour la musique. Michael murmura. « Elle va être bouleversée. » James répondit avec douceur. « Dans le meilleur des sens. » Lorsque la voiture de Suzanne se gara, le groupe s'immobilisa dans un silence chargé d'émotion. James et Michael se hâtèrent à sa rencontre. Elizabeth descendit lentement, mais ses yeux pétillaient d'une joie impatiente. « Mes garçons ? C'est vraiment le jour J ? demanda-t-elle, déjà émue. « Oui, maman, répondit James. « Tout est prêt, ajouta Michael en lui offrant son bras. « Tu veux découvrir ton royaume ?» La foule s'écarta pour les laisser passer. Arrivée aux marches, elle s'arrêta net. Son regard venait de tomber sur l'enseigne. Elle effleura du bout des doigts les lettres de cuivre, des larmes plein les yeux. « Ton refuge » murmura Michael. « Celui dont tu as toujours rêvé. » À l'intérieur, Elizabeth passa d'une pièce à l'autre, presque en apnée, comme si chaque détail lui parlait directement au cœur. Dans la cuisine, elle retrouva le rouleau à pâtisserie de sa mère, exposé comme une œuvre d'art vivante. Dans le salon, les livres de toute une vie l'attendaient. Sa chambre, elle, était un jardin de souvenirs, des fleurs séchées issues de son propre potager, encadrées avec soin et disposées au-dessus de son lit. Avec une voix brisée de tendresse, elle murmura. « Vous avez tout retenu. Chaque petite chose que j'aime. » Dans la salle de bain privée, les adaptations médicales étaient si élégamment intégrées qu'on les devinait à peine, une douche à l'italienne avec barre d'appui dissimulée, un éclairage doux mais précis, un meuble lavabo permettant fauteuil et sécurité. James lui montra ensuite la pièce réservée aux soins.
Les équipements pour ton traitement seront ici. On a tout conçu pour que tu t'y sentes bien, et jamais à l'hôpital. Le fauteuil de perfusion faisait face à une grande fenêtre donnant sur les plates-bandes, prête à s'éveiller au printemps. Un espace tourné vers la vie. Lorsque le soleil se fit plus doux, la fête se déplaça sur la terrasse nouvellement aménagée. Les tables débordaient de plats, de rires, d'histoires partagées sur l'aventure folle qu'avait été cette rénovation. Élisabeth, installée dans un fauteuil moelleux, recevait chacun avec son éternelle chaleur, redevenue la reine de cette communauté qu'il aimait. Au moment du toast, James éleva son verre. À maman, qui nous a tout donné. Ceci n'est qu'un fragment de tout ce qu'elle nous a offert. Élisabeth contempla la scène, la cabane baignée de lumière dorée, ses fils debout de part et d'autre d'elle, et toute une communauté réunie par l'amour et la gratitude. Non. Rectifia-t-elle avec un sourire tendre. C'est tout. C'est ici que je suis chez moi. Les semaines passèrent. Le printemps transforma la montagne en une toile vivante de couleurs et de parfums. Par un matin radieux, Élisabeth était assise sur le porche, enveloppée dans son kilt malgré la chaleur du soleil matinal. 3 mois dans la cabane avaient offert plus qu'il n'osait l'espérer, une amélioration modeste, mais réelle. Le protocole du docteur Ramirez semblait stabiliser la maladie. Personne ne parlait de guérison, mais chacun osait rêver un peu plus loin. Elle avait retrouvé assez de force pour entretenir son petit jardin d'herbes aromatiques et pour marcher lentement sur le sentier circulant autour du refuge. Michael sortit avec 2 tasses de thé fumant. Elle accepta la sienne en fermant les yeux, humant profondément l'arôme apaisant. « Ton père n'a jamais compris cette cérémonie », souffla-t-elle. Observez le jour naître, au lieu de courir après lui. Ils savourèrent un silence complice. James devait arriver plus tard avec des provisions et les médicaments. Les frères avaient instauré une routine, l'un restait toujours avec elle, pendant que l'autre se chargeait des courses et commençait doucement à reprendre le cours de sa vie professionnelle. Élisabeth se leva finalement, posant sa tasse. « Je vais cueillir un peu de menthe avant qu'il ne fasse trop chaud. » Michael la regarda descendre prudemment les marches, le panier au bras. Son téléphone vibra. Un message de James. Route dégagée. Arrivé dans 30 minutes. Comment va maman? Il répondit. Bien. Jardine déjà. À tout de suite. Il prit une photo d'Élisabeth agenouillée devant les plants de menthe, ses cheveux argentés illuminés par le soleil, puis retourna à la cuisine pour préparer le déjeuner. Par la fenêtre, il gardait un œil sur elle. Elle parlait doucement aux mésanges qui avaient élu domicile dans le nichoir. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que quelque chose change. Une dissonance subtile, un silence soudain. Élisabeth s'était figée. Son panier glissa au sol. Puis, avec une lenteur terrifiante, elle s'effondra. Michael lâcha tout et se précipita dehors, le cœur tambourinant. Maman. Elle était consciente, mais peinait à articuler. Son côté droit semblait inerte. Je ne sens plus. Murmura-t-elle, la peur dans les yeux. Les gestes étudiés autrefois en formation de soignant revinrent instinctivement. Il la plaça sur le côté pour dégager ses voies respiratoires, puis saisit son téléphone. Aucun réseau. La cabane était trop isolée. L'appareil satellite, leur garant de secours, était sur son socle de recharge, à l'intérieur. Je reviens tout de suite, maman. Tiens bon. Il sprinta jusque dans la cuisine, décrocha le téléphone satellite et arracha la fiche de la liste de contacts d'urgence affichée sur le frigo. De retour près d'elle, il composa le numéro, la voix tremblante, mais la diction étonnamment précise. Urgence médicale au refuge Thornton, accès Copper Ridge. Probable AVC. Patiente, femme de 53 ans, leucémie sous traitement expérimental. Consciente mais paralysie du côté droit et difficulté à parler. L'opératrice confirma l'envoi immédiat d'un hélicoptère médicalisé. Arrivée estimée dans 15 minutes. Avez-vous une zone d'atterrissage dégagée? Oui, la prairie à 50 mètres au sud de la cabane. Au même instant, James appela. Michael décrocha d'une main, serrant celle de sa mère de l'autre, comme un ancrage désespéré. Je suis à 10 minutes. Je fonce, répondit James avant même qu'il ne demande. Dispatch a prévenu le docteur Marshall? Il s'en occupe. Élisabeth respirait avec de plus en plus de difficultés. Michael murmura, le front contre sa main glacée. Reste avec moi, maman.
On ne lâche rien. Pas maintenant. La montagne, témoin silencieuse, retenait son souffle avec eux. L'espoir, fragile mais tenace, n'avait pas dit son dernier mot. La panique fusa comme un éclair dans le cœur de Michael. Il ne voyait plus que l'urgence. Sa voix trembla lorsqu'il répéta à Ray par téléphone, « Amène-le. » Maintenant. Dans les minutes qui suivirent, le monde se contracta autour de lui. Il trouva une couverture, la glissa autour des épaules de sa mère pour la garder au chaud, surveillant sans relâche ses signes vitaux, répétant des mots qui se voulaient rassurants, même si la peur envahissait sa poitrine. Le côté droit du corps d'Elizabeth restait étrangement inerte, comme soudé au sol. Ces mots, autrefois si clairs et chaleureux, n'étaient plus que des sons éparpillés, incompréhensibles. Le crissement brutal de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de James. Son camion surgit dans la clairière au moment même où le battement puissant des pales d'un hélicoptère vibra dans l'air. Il bondit de la cabine, se précipitant vers eux, tombant à genoux juste en face de Michael. « Ils arrivent, maman. Tiens bon, s'il te plaît. » L'hélicoptère se posa dans un tourbillon de poussière. Les secouristes se déployèrent aussitôt, aussi précis que des horlogers, examinant Elizabeth, la stabilisant, la hissant sur une civière avec une efficacité implacable. « L'un de vous peut l'accompagner, » lança l'infirmière de vol. Un regard entre les frères suffit. « J'y vais, » souffla James. « Tu nous rejoins en voiture, prends ses médicaments, ses affaires ?» Puis l'hélicoptère s'éleva, emportant Elizabeth loin d'eux, au-dessus des crêtes où le soleil commençait à décliner. La clairière retomba dans un silence presque irréel. Le panier d'herbe d'Elizabeth reposait renversé sur le sol, des feuilles de menthe écrasées offrant leur parfum à la terre. Sur le porche, sa tasse de thé refroidissait, témoin d'un matin qui avait commencé dans la douceur avant d'être brisé en 1000 morceaux. Michael rassembla mécaniquement les médicaments de sa mère, sa chemise de nuit, ses affaires de toilette, préparant un sac sans même vraiment voir ce qu'il faisait. Avant de partir, il s'arrêta dans sa chambre. Ses yeux tombèrent sur une vieille photo encadrée, Elizabeth, si jeune, entourant ses deux garçons d'un bras protecteur, tous trois souriant vers un avenir plein de promesses. Il serra la mâchoire. « Pas maintenant. Pas comme ça. Je t'en supplie, pas encore. » Les hôpitaux ont leur propre manière de mesurer le temps. Ce n'est pas une question d'horloge, mais de pas feutrer dans les couloirs, de variations subtiles dans la lumière, du rythme implacable des machines. Après 3 jours, James connaissait tout cela par cœur. Les nouvelles étaient tombées, un AVC, probablement une complication du traitement contre la leucémie. Une phrase terrible à entendre, même lorsqu'elle s'accompagne d'un « léger » ou d'un « récupérable ». Son côté droit restait affaibli, sa parole troublée, mais les médecins gardaient l'espoir. Michael arriva avec du café, un dossier sous le bras. « Tu devrais dormir un peu. Je prends le relais cette nuit. » James secoua la tête. « Pas question. Des nouvelles du docteur Ramirez. Il sera ici demain. Il veut examiner maman lui-même avant de décider de la suite. » C'est alors que la neurologue, Dr Lowe, les rejoignit, tablette à la main. Une énergie calme et studieuse émanait d'elle. « J'ai étudié l'évolution de votre mère, » dit-elle en leur montrant plusieurs graphiques. « Il y a quelque chose d'inhabituel. Regardez cette progression. » Les courbes montraient une amélioration soudaine et marquée. James fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça signifie ? » Cette accélération a commencé après avoir introduit des objets de sa maison ici, le kilt, les photos, même ces petits sachets d'herbe. Ces éléments stimulent des émotions positives profondément ancrées. Et l'activité cérébrale suit immédiatement. Michael sentit une lueur d'espoir jaillir en lui. Alors, si on apportait davantage du chalet ici ? L'idée grandit comme une graine prête à éclore. Avec l'accord plutôt perplexe de l'administration et l'encouragement enthousiaste de Dr Lowe, ils commencèrent une transformation audacieuse. Ils ramenèrent le fauteuil à bascule du porche, remplacèrent les rideaux ternes par ceux à carreaux bleus de la cuisine du chalet. Un diffuseur électrique dispersa le parfum des pins et des herbes de montagne. Et sur un mur entier, ils fixèrent une immense photographie, le lever de soleil sur les montagnes bleues, exactement ce que l'on voyait depuis la chambre d'Elizabeth là-haut. Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle resta immobile un instant, le souffle suspendu, cherchant à comprendre. Puis ses traits se détendirent soudain. « Mes garçons, vous m'avez apporté la montagne. » Les larmes de Michael menaçaient de jaillir.
Le docteur Ramirez arriva plus tard dans la journée et passa un long moment à examiner Elisabeth. Finalement, il s'assit, regarda les frères, puis la patiente avec une attention presque émerveillée. Votre cerveau réagit d'une manière exceptionnelle aux stimuli associés à votre chalet, expliqua-t-il à Elisabeth. Nous voyons ici une connexion corps-esprit extrêmement puissante. Elisabeth, lentement mais avec volonté, leva sa main droite pour agripper son kilt. Geste minuscule, victoire immense. Quand je suis entouré de ce que j'aime, je me sens plus forte. Après plusieurs réunions, Ramirez se montra décidé. Nous allons poursuivre le traitement expérimental, mais au chalet. Je veux qu'elle retourne dans cet environnement qui nourrit sa guérison. Une infirmière passera régulièrement, et nous adapterons tout le protocole à ce cadre. James resta bouche bée. Michael sentit une chaleur envahir tout son être. Oui. Ramener leur mère là où elle respirait mieux. Là où elle guérissait. Le printemps revint sur la montagne, apportant son cortège de renaissance. Elisabeth, désormais installée au chalet depuis plusieurs mois, agenouillée près du potager, enfonçait délicatement une jeune pousse de cale dans la terre humide. Ses gestes manquaient encore de stabilité, mais non de détermination. Les tremblements appartenaient au passé, à présent, seule une légère faiblesse dans le bras droit témoignait de l'épreuve traversée. C'est le dernier chou frisé, lança-t-elle vers Michael, qui bricolait un treillis pour les haricots. On commence la lavande ensuite? Partout autour d'elle, la vie explosait. Les plates-bandes débordaient d'herbes médicinales, de fleurs, de légumes. Les chemins de pierre serpentaient entre les massifs, pensés pour ces jours moins solides où elle aurait besoin de son bâton de marche. James sortit du chalet avec des verres de thé glacé. Pause obligatoire. Ordre du docteur. Et pour une fois, personne n'argumenta. Ils s'assirent tous les trois sur la balancelle du porche, observant deux cardinaux virevolter autour de la mangeoire. La vie semblait soudain simple. Juste, belle. Puis Elisabeth annonça, les Henderson arrivent ce week-end. Marian dit que Charles réagit bien au premier traitement. Ce chalet, autrefois simple refuge en ruine, était devenu un endroit où l'on venait chercher plus que du repos. Après qu'un article dans une revue médicale a fait connaître l'histoire d'Elisabeth, Dr Ramirez proposa de faire du chalet un site thérapeutique pilote. Les frères construisirent une petite maison pour accueillir les familles, et bientôt les patients défilaient, chacun trouvant ici quelque chose qui les aidait à respirer un peu mieux. Je dois préparer les paniers d'accueil, dit Elisabeth avec entrain. La menthe est parfaite pour le séchage en ce moment. Maman, il n'arrive que dans 5 jours, répondit James en souriant. Son cancer était toujours là. Pas vaincu. Mais contenu. Plus encore, chaque jour avait retrouvé une saveur, une intention, une joie. Nous devrions mettre par écrit tout ce que nous apprenons ici, confia-t-elle un soir, alors qu'un papillon doré survolait l'herbier. Dr Miller avait commencé ce travail avant nous. Nous pourrions continuer. Les plantes, les émotions, les récits de guérison. Je crois qu'un livre pourrait être utile à d'autres. Michael et James échangèrent un regard rempli de fierté. Je m'occupe de la mise en page, et des photos, promit Michael. Je connais même un éditeur intéressé par les ouvrages régionaux. Celui qui a publié les remèdes des Appalaches, ajouta James. Elle acquiesça, déjà perdue dans ses idées et ses projets. Ce soir-là, Suzanne Chen, l'infirmière qui passait chaque semaine, les rejoignit pour le dîner. Le crépuscule enveloppait doucement la vallée, les parfums de glycine flottaient dans l'air, et au loin commençait le chant des engoulevents. Vos taux sont stables, annonça Suzanne avec un sourire. Le docteur est très satisfait. Elisabeth posa sa main sur celle de l'infirmière. Et votre fille? Ses demandes d'université? Le repas glissa ensuite vers ses sujets de vie quotidienne, tellement précieux lorsqu'on a failli perdre l'essentiel. Autour d'elle, ses fils, Suzanne et son mari, Rie et Dorothy qui ne tarderaient pas à arriver pour le dessert. Des rires. Des voix familières. De l'amour partout. Le chalet était devenu exactement ce qu'elle avait rêvé qu'il soit. Pas simplement un toit. Mais un lieu de renaissance. Un foyer pour des espérances rallumées. Alors que les dernières lueurs du soleil glissaient derrière la ligne des arbres, Elisabeth leva les yeux vers les montagnes. Demain, elle planterait le reste des lavandes, puis elle aiderait les Henderson à s'installer. Elle écrirait encore quelques pages de son livre. Et surtout, elle verrait un nouveau lever de soleil, qu'elle n'avait jamais cru revoir il y a 1 an. Ce refuge retrouvé ne lui avait pas seulement redonné du temps.
Il lui avait rendu la vie. Et dans le souffle du vent qui s'élevait doucement entre les pins, elle crut entendre comme un murmure d'avenir.